Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue pour cette troisième webconférence du sommet virtuel du climat et première journée de l'événement. Donc, on est sur une webconférence qui traite de la méthode acte pas à pas. Je suis moi-même Gaëlle Vandeput, je suis chargée de logistique pour l'APCC et aussi pour le SVC. Donc, l'APCC, l'association des professionnels en conseil climat, énergie et environnement, et le SVC, le sommet virtuel du climat. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour cette webconf qui va être animée donc par Coralie Zen du groupe Kersia, par Elliot Geoffroy et Roumaïssa Benamed de BL Evolution et par Lisa Bertrand de l'ADEME. Donc, on est ensemble pour 1h30 aujourd'hui. Mais avant de commencer, je voulais simplement vous faire quelques mots sur l'événement et en particulier vous rappeler la mission, à savoir permettre aux entreprises et aux collectivités de s'engager, d'agir et d'avancer concrètement sur la voie collective de la neutralité carbone. Donc, comme vous avez pu le voir sur le programme, on a près de 50 webconf et ateliers tout au long de l'événement, donc qui durera de 2 semaines, d'aujourd'hui au 3 décembre. Et toutes tentent de répondre aux 2 questions qui s'affichent à l'écran. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à toutes les interventions qui vous semblent utiles pour vous. Alors, cet événement est initié et coordonné par l'APCC et coporté par l'ADEME, par l'ABC, donc l'Association Bilan Carbone, et la Fédération Sinov. Et cet événement n'aurait pas pu avoir lieu aussi sans les nombreux soutiens de toutes nos parties prenantes. Et à ce titre, nous souhaitons remercier nos sponsors et partenaires. Donc, une nouvelle fois, vous voyez s'afficher à l'écran. Mais aussi, on remercie toutes les personnes qui nous ont soutenus de plein de manières différentes depuis notamment notre première édition qui a eu lieu en 2019. Donc, sachez que toutes les webconférences et ateliers du SVC sont gratuites. On a eu à cœur de proposer un événement accessible à tous. Néanmoins, si vous aussi vous souhaitez nous soutenir et contribuer à la pérennité de cet événement, n'hésitez pas à nous faire un don. Et je vous mets le lien dans le chat si nécessaire. Hop, je le fais en direct pour ne pas oublier. Alors, côté logistique, pour la webconf, quelques points à noter. Donc, vous pouvez poser vos questions tout au long de la webconf par écrit, plutôt dans l'onglet questions-réponses, puisque c'est là que les intervenants viendront les piocher au moment de la session questions-réponses. Si vous avez par contre juste des commentaires ou des remarques, vous pouvez les faire dans l'onglet discussion. Simplement, prêtez bien attention aux destinataires, puisque si vous souhaitez l'envoyer à tout le monde, enfin que tout le monde voit votre commentaire, il faut bien cocher tous les panélistes et participants. Vous dire aussi que les slides et le replay seront disponibles courant décembre sur le site du SVC et que vous recevrez également un mail à ce moment-là dès leur publication. Voilà pour les précisions techniques et aussi, vous êtes assez nombreux, donc on ne peut pas garantir que toutes les questions obtiendront une réponse pendant la session. Néanmoins, si vous aurez la possibilité par la suite de recontacter nos intervenants a posteriori, du coup, soit par mail, soit directement sur leur page organisation ou intervenant sur le site du SVC. Pour ceux qui ont cette fonctionnalité, donc je vous invite à aller voir ça ou sinon de les recontacter par mail. Leurs mails vous seront communiqués dans le mail post-webconf. Voilà, il me semble que j'ai tout dit et donc je vais pouvoir passer la main à nos intervenants. Donc c'est à Elliot que je passe la main, il me semble. Oui, merci beaucoup pour l'introduction. Je vais partager notre présentation. Vous me dites si vous voyez bien. Apparemment, c'est OK. Donc déjà, un grand merci à tout le monde de participer à cette webconférence qui s'intitule « Acte pas à pas, une méthode pour construire une stratégie de transition bas carbone robuste ». J'ai l'honneur d'être accompagné aujourd'hui donc de Coralie et de Lisa, que je vais laisser se présenter et présenter bien évidemment leur structure, en commençant par l'ADEME. Et donc Lisa, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Elliot. Donc, Lisa Bertrand, je travaille donc à l'ADEME sur l'initiative ACT, initiative qui donc a développé l'approche acte pas à pas qui fait l'objet de cette présentation aujourd'hui. Pour rappel, les sujets d'expertise de l'ADEME sont sur la gauche de cette diapo
Et l'initiative ACT répond bien au premier sujet, l'accompagnement des trajectoires bas carbone et de l'adaptation au changement climatique des entreprises. Et l'initiative ACT donc, développe des méthodologies, mais aussi des formations et répond aux besoins de conseils et expertise auprès des entreprises. Elle permet aussi, dans le cadre du rôle de l'ADEME, de son offre, de financer, de financer les entreprises, donc en mettant en place des aides qui sont adaptées en fonction de leurs projets. Alors, bonjour à tous. Merci Elliot, merci Gaëlle et merci à tout le monde d'être venu aujourd'hui. Du coup, moi, c'est Coralie Zen, je suis chargée de projet RSE au groupe Quercia. Le groupe Quercia, du coup, c'est 1950 employés environ à travers le monde. C'est important de préciser qu'on n'a pas d'obligation de reporting et le groupe s'est formé autour du thème commun de la sécurité des aliments, avec des produits et services destinés à assurer l'hygiène de la fourche à la fourchette, c'est-à-dire concrètement de la production primaire à la transformation des aliments, avec un certain but de prévention pour notamment limiter l'usage des médicaments en élevage, améliorer les pratiques de nettoyage et de désinfection. Et donc, on travaille principalement avec les utilisateurs de nos solutions qui sont des éleveurs, des industriels de la chaîne alimentaire, des cuisines collectives et des restaurateurs. Et donc, on a pu bénéficier de actes pas à pas dont je vous dirai un petit mot avec la vision de l'entreprise tout à l'heure. Et de mon côté, donc Elliot Geoffroy, je suis consultant énergie-climat au sein du cabinet Belle Evolution. Donc Belle Evolution, c'est un cabinet de conseil en transition écologique. On accompagne des entreprises, des collectivités territoriales, des organismes publics, des associations sur leur démarche de transition vers un monde plus durable. Et donc nos expertises principales sont la RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises et des organisations, le climat bien sûr et l'énergie, avec des spécificités aussi sur le numérique responsable, la biodiversité et des thématiques liées à l'innovation, donc principalement sur l'évolution des modèles économiques, sur l'économie circulaire, etc. Et on est aujourd'hui un cabinet qui a 10 ans d'expérience avec 35 collaborateurs. Et je vais maintenant vous présenter les objectifs de cet atelier. Donc, on va commencer par présenter l'initiative ACT et ensuite parler un petit peu des points clés de la méthodologie d'ACT pas à pas. Coralie ensuite fera un retour d'expérience pour le groupe Quercia sur justement cette démarche qu'ils ont pu mettre en place chez eux. On fera aussi un point sur les défis et les facteurs clés de succès pour entreprendre une telle stratégie bas carbone. Et ensuite, un point sur les aspects pratiques liés notamment au programme volontaire français, aux accompagnements de l'ADEME et à l'écosystème ACT, donc l'écosystème des acteurs qui entourent cette initiative. Et donc, je vais laisser la parole à Lisa Bertrand pour la première présentation de l'initiative ACT. Merci beaucoup. Voilà, je voulais vous parler aujourd'hui de l'initiative ACT, sachant donc que je ne me suis pas tellement présentée. Moi, je m'occupe du développement de l'offre ACT et c'est à ce titre que j'ai copiloté le développement de la méthode ACT pas à pas. Puisque donc l'initiative ACT a été lancée en 2015 au moment de la COP 21 par l'ADEME et l'ONG CDP, qui est une ONG internationale qui est basée à Londres. Et c'était vraiment l'objectif de l'initiative était de répondre à un enjeu un peu double. Le premier, c'était que beaucoup d'acteurs du secteur privé se dotaient d'objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il était assez difficile de savoir si ces objectifs étaient pertinents, mais aussi dans quelle mesure, en fait, les acteurs du secteur privé, ces entreprises, étaient en mesure d'atteindre ces objectifs au regard des actions qu'elles avaient menées par le passé, mais qu'elles avaient peut-être aussi prévu de mener par la suite dans des plans de transition. Et donc, c'est vraiment l'objectif de l'initiative ACT, c'est de fournir un cadre, un cadre des méthodes qui vont permettre d'évaluer dans quelle mesure les objectifs et les moyens mis en œuvre par les entreprises, dans quelle mesure voilà, ces moyens vont permettre d'atteindre les objectifs et dans quelle mesure ces entreprises contribuent à l'accord de Paris, à l'objectif de l'accord de Paris. Et
Une fois que les méthodes sectorielles d'évaluation ACT ont été bien en cours de développement, on a eu plusieurs entreprises qui nous ont soumis l'idée de développer une approche qui leur permettrait, avant d'évaluer en fait leur plan de transition, de bien développer une stratégie. Et c'est pour ça qu'a été développée l'approche acte pas à pas. Et donc, c'est pour ça qu'on voit là sur la slide suivante que vient de montrer Elliot, le parcours un peu transition bas carbone, où on a 3 grandes étapes clés, depuis la mesure de l'empreinte carbone jusqu'à l'évaluation d'une stratégie de décarbonation au regard d'enjeux sectoriels et d'objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre à un niveau global. Et donc, acte pas à pas, le sujet de la conférence aujourd'hui, c'est bien d'orienter, en fait, après la mesure de l'empreinte carbone, d'orienter ces actions au travers d'une stratégie de décarbonation et un plan de transition. Et c'est bien à ça que sert la méthode acte pas à pas et les outils qui ont été développés et dont on va parler aujourd'hui. Et donc, d'un point de vue acte, que ce soit acte pas à pas ou acte évaluation, la stratégie bas carbone, ce sont les 9 modules que vous voyez au milieu de cette slide. Et c'est vraiment la colonne vertébrale de l'initiative acte, de la démarche, sachant que d'un point de vue acte évaluation, c'est ce qu'on va venir évaluer. On va évaluer les performances d'une entreprise par rapport à un certain nombre d'indicateurs qui sont derrière ces 9 modules, des indicateurs quantitatifs et qualitatifs. Et cette évaluation va donner lieu à une note. Ça, c'est acte évaluation. Et par ailleurs, acte pas à pas, on reprend ces 9 modules. Et en fait, là, on va développer en fait un ensemble d'actions. On va mettre en place un ensemble d'actions qui vont permettre en fait de développer une stratégie, de développer ces différents modules. Et en fait, la méthode acte pas à pas, ce sont des actions qui partent d'un diagnostic initial, c'est l'étape 1 que vous voyez ici, current situation. Donc, il y a un diagnostic initial, il y a ensuite une réflexion, une évaluation des enjeux et des opportunités de l'entreprise par rapport à la transition bas carbone, une réflexion autour de sa vision, le développement de sa stratégie et de son plan d'action, et enfin, en fin de compte, en étape 5, la mise en œuvre d'un plan d'action. Ça, c'est la méthode acte pas à pas en 5 étapes, avec 3 outils qui vont permettre de mettre en œuvre ces différentes étapes pour pouvoir donc développer une stratégie bas carbone et avoir des éléments pour ces 9 modules, que ce soit le module 1, donc le développement d'objectifs de décarbonation, mais aussi tout ce qui va être les investissements matériels dans son outil de production, mais aussi la R&D, la performance bas carbone des produits et des services de l'entreprise, ainsi que toutes les questions de management de la transition bas carbone, de l'engagement et de la relation avec les fournisseurs, de l'engagement et de la communication envers les clients, de son rôle en tant qu'entreprise avec les pouvoirs publics et ainsi que son modèle d'affaires. Et donc, acte pas à pas par rapport à acte évaluation, c'est plus récent. On a finalisé la méthode début janvier de cette année. On a développé les formations dont on reparlera un petit peu au mois de mars. Et il y a déjà un certain nombre d'entreprises, comme le groupe Quercia, qui se sont engagées, qui sont en train de mettre en œuvre la méthode. Donc, on a moins de recul aujourd'hui et c'est pour ça que c'est très intéressant d'avoir une entreprise aujourd'hui qui témoigne de la mise en œuvre de acte pas à pas que sur les méthodes d'évaluation acte. En tout cas, ce dont on est sûr, c'est que nous, quand on a développé acte pas à pas, les objectifs et les bénéfices qu'on avait en tête, c'était bien pour une entreprise de développer une trajectoire bas carbone, une feuille de route et un plan d'action qui soit adapté à la fois au secteur d'activité de l'entreprise, mais aussi à sa maturité à date, c'est-à-dire à la situation initiale, ainsi qu'à son ambition de progrès par rapport à la décarbonation.
à sa propre décarbonation de ses activités. Acte pas à pas permet aussi de mobiliser en interne, de monter en compétences et de communiquer son engagement. Aujourd'hui, on estime que le temps de mise en œuvre de la méthode est entre 10 et 20 jours en interne de temps mobilisé, mais je pense que Coralie reviendra là-dessus. Et comme je le disais, on a assez peu pour l'instant de retours sur ces estimations, et que si une entreprise souhaite bénéficier du soutien d'un consultant ou d'un bureau d'études, cela représente environ une trentaine de jours pendant ces 2 à 3 ans de mise en œuvre de la méthode. Il existe donc des subventions de l'ADEME pour les entreprises qui souhaitent mettre en œuvre la méthode, et j'y reviendrai un petit peu par la suite. Merci. Alors, j'espère que vous entendez toujours bien. Je vais me permettre d'apporter quelques compléments sur la méthodologie Acte Pas à Pas, et notamment essayer de détailler un petit peu les outils et les différentes ressources qui sont à disposition des entreprises qui s'engagent dans cette démarche. Donc, je vais repartir un petit peu du bilan carbone, qui est un outil que les entreprises utilisent beaucoup depuis les 2 dernières décennies, en tout cas de plus en plus. La plupart ont réalisé un, voire plusieurs, ou sont en train de faire leur bilan carbone. Et on s'aperçoit que parfois, cet exercice-là, qui est très utile pour identifier les leviers de réduction, les enjeux majeurs sur la comptabilité carbone, était essentiellement centré sur la comptabilité, et le travail sur le plan d'action n'était pas assez poussé. Et donc, en termes de diagnostic de maturité, on a de premiers éléments quantitatifs, mais ici, ce qu'on voit là, c'est que Acte Pas à Pas, de par un de ses outils, la grille de progression, permet d'apporter justement un diagnostic beaucoup plus complet et reprend les 9 piliers qu'a présenté Lisa juste avant, donc les 9 piliers de Acte, où l'enjeu il va être de situer la maturité d'une entreprise sur ces différents éléments. Et une subtilité, c'est que bien évidemment, ce diagnostic est spécifique à l'entreprise, c'est-à-dire qu'on prend en compte son secteur d'activité, le secteur d'activité de ses parties prenantes, notamment les fournisseurs de rang 1 et les clients. On prend en compte des éléments comme par exemple le fait de posséder une flotte de véhicules, un parc de bâtiments, un parc d'équipements de production. Et on va vraiment chercher à identifier les forces de l'entreprise, mais aussi les pistes de progrès sur ces différents éléments, comme par exemple les investissements, l'engagement avec les parties prenantes, la stratégie managériale liée au climat, le modèle économique. Cet outil, qui est la grille de progression, il permet également, comme son nom l'indique, de suivre ces progrès tout au long de l'accompagnement et de la démarche Acte Pas à Pas, mais également après, pour toujours continuer à piloter sa stratégie et à identifier les pistes de progrès. Un deuxième point qui permet également d'identifier si sa stratégie est à la hauteur des enjeux, et notamment des enjeux internationaux sur le climat, c'est l'outil Performance Carbone, qui permet à la fois de visualiser votre performance carbone, c'est-à-dire les résultats de vos bilans carbone précédents, et de comparer cette performance-là avec des trajectoires de référence sectorielles. Et donc pour cela, la méthodologie Acte Pas à Pas s'appuie en partie, par exemple, sur l'initiative Science-Based Targets, mais pas que, pour identifier, de par son secteur, quels sont les objectifs cohérents, pertinents et surtout alignés avec la science. Donc cet outil-là, il permet réellement de s'assurer qu'on répond bien à la hauteur des enjeux. Un deuxième point intéressant et lié à la méthodologie Acte Pas à Pas, c'est pour pouvoir justement réfléchir à une ambition et à des objectifs pertinents, il faut dans un premier temps déterminer quelles sont les forces et les faiblesses de l'entreprise. Donc pour ça, il y a un premier travail qui est réalisé, donc de réflexion sur les enjeux stratégiques de la structure. En effet, dans un contexte bas carbone, les entreprises vont être soumises, par exemple, à des risques, et donc vont chercher à les éviter, bien évidemment, et vont également avoir des opportunités de développement. Et donc, toutes ces évolutions, vous avez ici une liste non exhaustive des évolutions possibles liées à un contexte bas carbone. Ça peut concerner, par exemple, l'évolution des réglementations, des progrès technologiques sur des services ou des produits nouveaux, des changements également sur les business proposés, sur la réputation des entreprises,
et puis des risques physiques sur les sites d'une entreprise, sur les sites qu'elle opère et qu'elle gère. Donc, tous ces éléments-là, ils sont intégrés au sein d'une étape de la méthodologie de par un exercice de SWOT qui est vraiment adapté au contexte et aux enjeux du climat. Un troisième point très important qui est mis en avant dans la méthodologie Acte Pas à Pas, c'est l'implication des parties prenantes. En effet, pour pouvoir élaborer une vision long terme, une stratégie avec des jalons intermédiaires, il faut absolument solliciter l'ensemble de ces parties prenantes. Et donc, la méthodologie Acte Pas à Pas a identifié certains moments clés pour faire intervenir justement ces différents types de parties prenantes. Si on prend par exemple la direction, qui est absolument clé pour pouvoir pousser en interne une ambition et ce projet de démarche bas carbone, elle intervient à plusieurs moments, par exemple lors de l'adhésion et de l'engagement dans la démarche, et ainsi pour valider la feuille de route stratégique qui est identifiée avec l'équipe de pilotage. Il est important aussi de mobiliser les collaborateurs, notamment de différents services, pour qu'ils puissent apporter leur retour sur ce qu'il est possible de faire, ce qu'il est déjà fait d'ailleurs en interne, et éventuellement les blocages sur différentes actions pour s'assurer qu'on fait le lien entre l'opérationnel et la feuille de route stratégique. Et puis, d'autres parties prenantes très intéressantes aussi à intégrer dans cette méthodologie sont les parties prenantes externes. En effet, les fournisseurs et les clients peuvent apporter à votre structure des aides, de la collaboration pour trouver de nouvelles pistes, pour réfléchir à des nouveaux produits, des nouveaux services innovants. Et à l'inverse, peuvent aussi avoir des attentes de votre part sur leur propre démarche climat. Donc, c'est très intéressant de les impliquer aussi. Et pour cela, il y a tout un ensemble d'outils, de méthodes d'idéation pour pouvoir partager et échanger avec ces parties prenantes et réellement co-construire votre stratégie bas carbone et qu'elle puisse ensuite être intégrée à la stratégie de l'entreprise. Et un dernier point qui est extrêmement important également, et surtout pour les entreprises, c'est de traduire cette volonté stratégique, puisqu'on parle réellement de stratégie bas carbone, en action opérationnelle, et donc de créer une feuille de route concrète qui permette de s'assurer que les ambitions qui ont été identifiées peuvent être réalisées de par la mise en œuvre de cette feuille de route. Et donc, dans le cadre de ce travail, cela peut impliquer plusieurs actions, par exemple le développement de nouveaux métiers, de nouveaux services éventuellement, en associant de la sensibilisation et de la formation des collaborateurs aux nouveaux processus, aux nouveaux produits, pareil pour les équipes de marketing, etc. Cela peut passer également par le développement, encore une fois, de nouveaux produits qui seront des produits crédibles et possibles dans un contexte bas carbone. Cela peut passer également sur l'optimisation des processus actuels, voire le développement de nouveaux processus dans une optique de sobriété énergétique, par exemple. Et au-delà des actions très concrètes, il faut aussi réfléchir en général à la mise en place de plans d'investissement sur le moyen, voire le long terme, avec des échéances bien définies, avec des budgets identifiés et des moyens humains à mettre en œuvre sur différents types de projets. Donc, par exemple, des actions très concrètes comme le renouvellement d'une flotte de véhicules vers de l'électrique ou de l'hybride, par exemple, le renouvellement d'un parc de machines de production pour aller vers des équipements plus sobres énergétiquement, ou une politique de recherche et développement. Donc voilà pour quelques points clés de la méthodologie, et je vais maintenant laisser la parole à Coralie pour qu'elle nous présente son retour d'expérience. Alors, merci Elliot. Alors du coup, je vais commencer par, évidemment, tout ce que je dis là ne concerne que Quercia. Je ne peux pas parler pour les autres entreprises, que je ne sais pas comment elles l'ont vécu. Mais du coup, Quercia a choisi Acte Pas à Pas parce qu'en fait, ça correspondait déjà à des objectifs qui étaient définis. Notre programme RSE a été lancé en 2018, il s'appelle Act for a Positive Impact. Et les actions impact climat qui avaient été définies autour de ce programme étaient la sensibilisation, l'évaluation des postes significatifs d'émissions de GES et la définition d'objectifs de réduction, bien sûr. Donc, même si la sensibilisation et le bilan carbone ne font pas tout à fait partie de Acte Pas à Pas en soi, c'est des objectifs quand même qui tournent autour de ça et qui étaient aussi proposés par les consultants avec qui on travaille.
avec Eco2 pour la stratégie Acte Pas à Pas. Les deux objectifs bonus, on va dire, qui nous ont fait choisir Acte Pas à Pas, c'est que le fait de travailler avec un cadre vraiment bien défini et assez ferme, c'est que ça nous permet d'être challengés pour prendre des engagements vraiment ambitieux et mettre en place des actions concrètes et pertinentes. Et comme le disait Elliot et Lisa tout à l'heure, de monter en compétences en fait, parce que évidemment dans les entreprises classiques, on n'est pas tous formés à ce genre de démarche et d'expertise, et donc ça nous permet d'être accompagnés vraiment pour savoir où on va et pas être découragés face à cette masse de travail qui paraît des fois assez importante. Tu peux passer, Elliot, s'il te plaît. Donc ça, c'est pour vous donner un petit peu de contexte de l'organisation de la RSE chez Cartier actuellement. Donc moi, je suis chargée de projet et accompagnée par la directrice RSE du groupe. On a choisi un comité opérationnel RSE qui est donc composé de 13 personnes, dont beaucoup de directeurs de pôles de services. Mais on est aussi accompagné, vu qu'on est un groupe international, par des binômes de délégués locaux. Donc, en général, c'est des duos qualité et RH pour les deux aspects de la RSE. Donc, je pense que quand on définira un plan climat, on se reposera principalement sur l'aspect environnemental, donc la qualité. Les ambassadeurs Ashoka qui sont un petit peu sur le côté, c'est des grosses formations qu'on a en interne sur 9 mois. Et donc, on a plusieurs cohortes d'une vingtaine de personnes qui sont sensibilisées à ces problématiques et qui apportent des solutions et des idées. Donc, ils sont aussi au premier plan pour construire des stratégies RSE. Ensuite, évidemment, l'équipe projet. Pour l'instant, on est 4. Donc, on est 2 du service RSE, une personne de la performance industrielle et quelqu'un qui est le directeur innovation du groupe. Tu peux passer, Elliot, s'il te plaît. Donc, vous l'avez un petit peu vu déjà, Acte Pas à Pas, ça se déroule en 4 étapes. Donc, nous, on a fini début août le diagnostic initial, la grille de maturité dont Elliot et Elisa vous ont parlé tout à l'heure. Et on est en train de terminer l'analyse force-faiblesse que je vous présenterai un peu plus en détail. Et donc, on attend d'attaquer, on est en train d'attaquer l'émergence d'une vision et de la stratégie. Et ensuite, la dernière étape, ce sera l'élaboration du plan d'action vraiment. Du coup, ça, c'est un petit peu, ça fait un petit peu peur comme ça, mais il ne faut pas. Ça, c'est vraiment pour vous montrer concrètement toutes les réunions qu'on a eues autour du projet. Et donc, que vous ayez un peu une idée du temps que ça prend. Lisa en parlait tout à l'heure. J'avoue que je ne vous ai pas comptabilisé, on n'a pas comptabilisé précisément les heures qu'on a passées dessus. Mais donc, en bleu, c'est les réunions de travail qu'on a eues avec les consultants. On n'a eu que quelques réunions entre nous, vraiment en interne, pour préparer ces réunions. Mais en général, chacun fait ses tâches et on a des petits checkpoints assez réguliers, comme vous pouvez le voir. Donc, pour la grille de progression, on a eu des réunions de travail avec les consultants qui nous ont aidés à la remplir. Et c'est vrai que même si elle est très bien faite, ça nous a bien aidé d'avoir des explications additionnelles. Les difficultés sur ce point-là, c'est que, en tout cas pour nous, on a beaucoup de choses qui sont en place, mais c'est piloté par du coup les différentes personnes qui sont en lien avec ces projets. Et donc, c'est pas forcément toujours facile d'aller chercher ce qui se fait dans les différents services. Mais du coup, ça nous a quand même donné un résultat intéressant de la grille de progression et c'est vraiment un très, très bon exercice. Donc aussi pour savoir d'où on part, pour voir d'où on vient, mais aussi même sur le plan professionnel, de vraiment se poser, réfléchir et à chaque fois qu'on a une question et qu'on donne une réponse, on est obligé de donner une preuve. Donc c'est pour nous, hein, c'est communiqué à personne, mais le fait de devoir donner une preuve à chaque fois
de ce qu'on avance, ça nous permet de nous rendre compte aussi des fois des faiblesses de formalisation auxquelles on fait face. Donc, c'est un exercice qui est très intéressant, même en dehors d'Acte Pas à Pas. Donc, nous, ce qu'on a choisi avec les consultants pour la réunion de lancement, c'était de commencer par un mot du PDG. Donc, ça permet voilà, comme on disait tout à l'heure, c'est un projet qui est quand même assez stratégique. Donc, ça permet de faire prendre conscience aussi à tous les collaborateurs que c'est quelque chose qui va avoir un impact et qui est important pour l'entreprise. Donc, on a l'équipe projet, le PDG et les consultants ont pu présenter ça, notamment au comité opérationnel RSE, au binôme de délégués et aux ambassadeurs Ashoka, donc toutes les personnes que vous avez vues sur l'organisation RSE juste avant. Donc ça, à mon sens, c'est quelque chose qui est vraiment important, même dans les grands groupes, de présenter vraiment la démarche à tout le monde. D'une part parce que ça va vous permettre de préparer un petit peu ce que vous allez leur demander, parce que ça arrive qu'on ait besoin d'informations de leur part, mais aussi parce que ça permet de répondre à leurs attentes. Je sais que beaucoup de parties prenantes attendent des engagements forts sur le climat de la part des entreprises. Et donc, par exemple, le marketing, les commerciaux, etc., peuvent y être confrontés. Et le fait de participer à des réunions comme ça leur permet de dire, bah voilà, pour l'instant, on n'a pas d'engagement chiffré, mais on est en train de développer une stratégie. Donc, ça permet vraiment d'embarquer tout le monde et que tout le monde soit au courant de ce qui se passe et de faire donc des rappels réguliers au fur et à mesure que la démarche avance. La deuxième étape vraiment importante qu'on a pu faire, c'était le lancement des fresques du climat. Donc, c'est le format qu'on a choisi pour la sensibilisation qui est un petit peu plus lourd qu'un webinaire, puisque c'est des ateliers qui durent 3 heures, mais qui est aussi beaucoup plus intéressant et qui va vraiment dans le détail. Donc, Elliot disait que Acte Pas à Pas peut aboutir à une sensibilisation. Nous, ce qu'on a choisi, c'est de la faire un petit peu en amont et même en même temps, parce que là, on a des fresques d'organiser dans 3 semaines et on continuera à le faire, parce que ça permet aussi aux personnes qui ne sont pas forcément au courant des enjeux. Ça peut paraître un peu surprenant, mais il y en a beaucoup. Et donc, ça leur permet de vraiment comprendre pourquoi le groupe s'est engagé dans cette démarche et qu'est-ce qu'on fait exactement. Donc, là, pendant les vacances d'été et à la rentrée, on a beaucoup travaillé sur notre bilan carbone Scope 3, enfin une estimation en tout cas. Donc, au niveau du temps qui est passé, le bilan carbone Scope 3, clairement, c'est quelque chose qui prend du temps parce qu'il y a beaucoup d'informations à fournir et c'est normal. Pardon, je vois la question en direct. Effectivement, ça fait partie un petit peu du package du bilan carbone et du plan climat, de faire de la sensibilisation. Donc, en termes de temps passé, c'est vrai que Acte Pas à Pas n'est pas tellement chronophage, mais c'est vraiment ce que vous allez faire autour, en fait. Donc, le bilan carbone Scope 3, la sensibilisation, ça, c'est des choses qui, effectivement, vont prendre beaucoup de temps, mais c'est totalement détaché d'Acte Pas à Pas. C'est-à-dire que vous pouvez faire Acte Pas à Pas sans passer par ces étapes. Donc, ensuite, on a fait une analyse que vous présentez, Elliot, tout à l'heure, force, faiblesse, risque et opportunité, que je vous présenterai un petit peu plus en détail juste après. Et ce support va être réutilisé par le comité exécutif pour qu'il se l'approprie vraiment. Donc, en résumé, on a eu en tout 13 réunions qui durent 2 heures en moyenne. Donc, je pense que c'est un petit peu supérieur à ce qui avait été prévu. Mais voilà, encore une fois, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Donc, les difficultés, comme je vous le disais, c'est plutôt par rapport à la formalisation et essayer de récupérer les informations un petit peu partout. Mais c'est des questions, je pense, qui sont moins difficiles sur des entreprises qui sont un petit peu plus petites. Et donc, on arrive quand même à des résultats, d'avoir un diagnostic, un vrai état des lieux de la situation actuelle, une estimation du Scope 3, la sensibilisation qui est bien lancée et qui continue, et un diagnostic force-faiblesse. Tu peux passer, Elliot, s'il te plaît.
Donc ça, voilà, c'est pas très joli vu comme ça, mais c'est une toute petite partie de la grille de progression qui résume un petit peu la maturité de l'entreprise par rapport aux 9 ou 10 même thèmes. C'est un outil qui permet vraiment de se rendre compte de la progression une fois qu'on remplit la grille de progression un petit peu plus tard dans la démarche. Et donc voilà, là, on peut voir qu'on a encore du chemin à parcourir, mais c'est pour ça qu'on est dans cette démarche aussi. Du coup, là, je vais vous parler de l'analyse force-faiblesse un peu plus en détail. Donc ça, c'est un support qui nous a été proposé par Eco2, par nos consultants, qui ne fait pas vraiment partie du package Act dans le sens où ils ont rajouté une formalisation par-dessus. Mais du coup, tout l'intérêt en fait de l'atelier, c'était de co-construire cette matrice de matérialité. Donc, les personnes qui ont participé, c'était toutes les personnes qui font partie de l'organisation RSE dont je vous ai parlé avant, mais aussi des parties prenantes externes. Donc, nous, par exemple, ça a été certains clients, certains fournisseurs, certains partenaires. Et donc, c'est intéressant aussi parce que, d'une part, ça leur permet de voir un petit peu où en est l'entreprise, mais aussi, ils ont une vision vraiment qui peut être très, très différente et avoir beaucoup plus de recul sur notre situation. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment précieux quand on fait des analyses de ce type. Donc, là, le déroulement de l'atelier, concrètement, c'était de replacer des articles dans des catégories. Donc, le gros groupe était divisé en 3 et chaque petit groupe devait faire ça et avait du temps pour se poser la question des nouvelles assez récentes et de les caser, par exemple, dans le thème du marché, le thème cadre légal et juridique, de réputation, l'évolution des technologies et d'autres thèmes. Et le but ensuite, donc ça leur permettait de vraiment comprendre un petit peu les différentes catégories. Et ensuite, ils pouvaient identifier des risques ou des opportunités en collant des petits post-it. Donc, c'est un atelier qui pourrait aussi être organisé en présentiel et qui serait sans doute plus sympathique. Mais on a décidé de l'organiser en distanciel pour des raisons sanitaires, mais aussi parce qu'on a un groupe qui a des implantations multiples et donc c'était un petit peu compliqué de le faire en présentiel. Et ensuite, les participants changent de table et peuvent donc avoir un regard critique sur l'autre groupe, sur le travail que l'autre groupe a fait avant, rajouter éventuellement des risques ou opportunités, synthétiser ce qui a été fait et attribuer sur une échelle de probabilité en fait du risque ou opportunité. Donc, par exemple, mettons dans le contexte de la transition bas carbone, le risque d'inondation des usines. Donc, dire est-ce que ça paraît très probable ou pas du tout. Et enfin, la dernière étape, c'était d'identifier des forces ou faiblesses vraiment de Quercia face à ces risques ou opportunités. Donc, c'est intéressant parce que c'est comme une espèce de gros brainstorming finalement qui permet vraiment de se rendre compte spécifiquement de l'entreprise face à ce contexte. Donc, à mon sens, c'est vraiment important d'embarquer un maximum de personnes pour ce genre d'atelier. Nous, on en a fait 2 différents, un en français et un en anglais, pour se rendre compte de tous ces enjeux, communiquer et avoir différentes visions, ce qui est très, très important. Donc, à propos de vision, Elliot et Lisa insistaient sur le fait que c'est important pour la direction d'être impliquée. Et effectivement, nous, c'est ce qu'on va faire jeudi. On va reprendre ces 2 matrices de matérialité et faire tout un atelier qui va durer plusieurs heures avec le comité exécutif pour qu'ils se réapproprient le travail et qu'ils puissent définir des orientations stratégiques autour de ça. Donc, en conclusion, je dirais que les facteurs clés de succès, en tout cas ce qu'il a été pour nous, même si on est encore, on est largement pas à la fin de la démarche, mais c'est de choisir un conseiller qui répond vraiment à nos besoins d'accompagnement,
Comme je vous le disais tout à l'heure, nous, c'était intéressant d'avoir quelqu'un qui peut nous accompagner aussi sur le côté sensibilisation et bilan carbone, mais ça peut être d'autres besoins pour d'autres entreprises. Et c'est aussi des personnes avec qui, finalement, vous allez passer pas mal de temps à travailler sur un projet commun. Donc, nous, on avait fait appel à trois entreprises de consultants différents. On avait fait des entretiens, on avait choisi ceux qui correspondaient le plus à nos besoins. Ensuite, bien définir son équipe projet, ça, c'est quelque chose qui est aussi très important parce qu'en général, évidemment, c'est le service RSE ou si on n'en a pas, les personnes qui ont un aspect de leur travail de RSE qui s'en occupent. Mais c'est aussi important d'embarquer des personnes. Nous, on a une activité de production qui est importante, donc on embarque la performance industrielle, mais vraiment des personnes qui sont aussi sur, disons, les impacts importants au niveau du climat à l'intérieur de l'entreprise, que ce soit pour le bilan carbone, mais aussi pour la définition du plan d'action, que les personnes qui sont vraiment au cœur des marges de progression puissent faire partie de l'équipe projet pour être vraiment au plus près du projet. Ensuite, je vous en ai déjà beaucoup parlé de la sensibilisation qui est très importante. Et le but, c'est aussi d'embarquer toutes les personnes ressources à qui on fait appel assez régulièrement pour établir le diagnostic, pour établir le bilan carbone, pour faire les matrices de matérialité, etc. Donc, de les informer régulièrement et d'être vraiment le plus transparent possible. Je sais que parfois, les entreprises disons, se voit exercer une pression qui est importante de la part des parties prenantes et c'est une bonne chose parce que ça veut dire que c'est quelque chose qui progresse dans les mentalités. Mais voilà, acte pas à pas, ça permet de ne pas se précipiter dans des engagements qu'on ne saurait pas finalement si on pourrait tenir ou pas. Et donc, de vraiment définir quelque chose qui est parfaitement adapté à l'entreprise et de le faire pas à pas. Voilà. Je vais essayer de compléter ce que tu disais justement, Coralie, sur les facteurs clés de succès. Quelques points importants, en tout cas qui nous paraissent importants quand on accompagne des entreprises sur cette démarche. Il y a eu quelques questions d'ailleurs sur le sujet. Le premier, c'est la réalisation du bilan carbone. Ça, c'est une étape qui nous permet extrêmement importante et à réaliser en général en amont d'une démarche pas à pas pour pouvoir se baser sur un diagnostic quantitatif solide et avoir une très bonne idée de la répartition de ces émissions et de ses enjeux principaux. Puisque derrière, quand on va chercher à engager une stratégie avec des objectifs de réduction, on cherche à identifier les principaux leviers, les plus gros potentiels de réduction. Et donc, on a besoin de ce bilan carbone complet et robuste pour pouvoir ensuite aligner sa stratégie et pouvoir vraiment déterminer une trajectoire de réduction de ces émissions. Le deuxième point, je pense qu'on a pas mal insisté dessus, mais l'engagement des parties prenantes, encore une fois, il est clé puisque c'est une démarche qui prend du temps puisqu'on est vraiment sur une démarche stratégique et le fait d'intégrer des personnes comme le COMEX ou la direction, comme les personnes des achats, des processus, le marketing, même les RH, c'est vraiment essentiel pour ensuite que la feuille de route opérationnelle puisse être appliquée et qu'on puisse vraiment être dans une démarche de transition et non pas dans une simple démarche d'engagement vers un objectif. Néanmoins, le cap et l'ambition sont absolument nécessaires également, puisque finalement, tout l'enjeu de cette stratégie, c'est d'avoir un objectif cohérent, aligné avec la science, et une feuille de route opérationnelle qui réponde à cette ambition et qui soit réaliste. On cherche vraiment à identifier des solutions concrètes qui soient réalistes et qui soient applicables. Et un enjeu tout à fait clé également, c'est de considérer ce travail de stratégie bas carbone comme vraiment partie intégrante de la stratégie d'entreprise, que ce ne soit pas un sujet considéré comme secondaire, un sujet extra-financier à part. Il faut absolument que ce soit un sujet stratégique intégré à la stratégie globale. Donc c'est pour ça aussi qu'on insiste beaucoup sur l'engagement de la direction, sur la préparation, tout le travail de formation, de sensibilisation. Il faut que les personnes ressources, les collaborateurs soient au courant de ce travail-là et puissent s'approprier aussi ce travail, puisque ça va avoir un impact sur leur métier.
On a parlé aussi de l'intégration des vulnérabilités, risques énergie-climat. Donc ça, Coralie, on a beaucoup parlé sur l'analyse SWOT notamment. Le but, c'est vraiment d'identifier si les produits et les services actuels sont compatibles avec un contexte bas carbone et quels nouveaux produits, quelles nouvelles offres on peut développer pour continuer à exister dans quelques années, quelques décennies et continuer à proposer des solutions qui soient vraiment cohérentes avec un contexte de transition bas carbone. Et derrière, l'enjeu de toute entreprise, c'est d'avoir des actions concrètes, impactantes, encore une fois réalistes, et qui puissent répondre à l'ambition globale. Donc ça, c'est quelques facteurs clés de succès pour nous, pour pouvoir réaliser une stratégie bas carbone. Et le fait d'utiliser la méthodologie acte pas à pas permet de répondre à l'ensemble de ces défis. Et je vais me permettre de laisser la parole à Lisa pour la présentation du programme volontaire français et les accompagnements de l'ADEME. Merci. Alors, le programme volontaire français, donc l'objectif, comme je le disais tout au début de la présentation, ACT, c'est une initiative internationale. De plusieurs façons. La première, c'est que donc on l'a cofondé à ADEME avec le CDP, qui est donc une ONG basée à Londres. On a des utilisateurs de nos méthodes dans d'autres pays, notamment au Brésil et au Mexique, mais également aux Pays-Bas, qui réalisent des notations d'entreprises internationales sur base de données publiques. Donc, c'est différents types d'utilisation qui se passent plutôt à l'international. Et en France, puisque c'est l'ADEME qui est vraiment pilote du programme volontaire français, on souhaite depuis un moment déjà construire un écosystème qui réunisse les différentes parties prenantes, que ce soit les entreprises, mais aussi les bureaux d'études, qui sont mobilisés et qui vont permettre de diffuser la question de la transition bas carbone, notamment au travers de relais à la fois sur les questions de montée en compétences, de formation continue, mais aussi de réseaux, de diffusion de bonnes pratiques. Donc ça, c'est vraiment les objectifs du programme volontaire français, et on s'appuie sur 3 grands piliers. L'ADEME s'appuie sur 3 grands piliers: un soutien financier, un support technique et l'animation. Le soutien financier, aujourd'hui, il se caractérise par, on va dire, 3 grands guichets. Le premier, c'est le guichet tremplin, c'est pour les PME uniquement. C'est un guichet qui a été ouvert dans le cadre du plan de relance. Et donc, la mise en œuvre des méthodes ACT, que ce soit évaluation ou pas par les PME, peut être subventionnée via ce guichet tremplin. Et ensuite, tout ce qui est aide à la décision, et ça, ce sont des demandes d'aide qui sont très classiques par rapport au rôle de l'ADEME. Pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, elles peuvent demander une subvention qui est fonction de leur taille pour financer en fait une prestation, notamment comme dans le cadre de Acte Pas à Pas et le retour d'expérience que faisait Coralie, la prestation d'un bureau d'études qui aiderait à la mise en œuvre des méthodes, que ce soit Acte Pas à Pas ou évaluation de la même façon. Et ensuite, tout ce qui va être action collective, et là sur cette slide, on parle de l'accélérateur décarbonation, qui est un programme pour 15 PME qui est réalisé en partenariat avec BPI, entre l'ADEME et BPI, et donc qui a été lancé là en octobre. Mais on a aussi d'autres actions collectives et ce type de programme est très favorisé en tout cas par l'ADEME et se fait au cas par cas. On échange donc avec des porteurs de projets. C'est mon collègue Édouard Fourdrin qui est en charge un peu de justement cet accompagnement d'actions collectives d'entreprises qui peuvent se regrouper parce qu'elles appartiennent déjà par exemple à un même secteur d'activité ou à un collectif, que ce soit territorial ou régional ou thématique type RSE. Donc voilà, ça c'est vraiment du coup les 3 grands types d'aides dont peuvent bénéficier les entreprises pour la mise en œuvre de Acte Pas à Pas notamment. Et ensuite, tout ce qui est support technique, les formations, et j'y reviendrai par la suite, mais aussi le réseau de consultants sur le site de l'initiative ACT, actinitiative.org. Vous pouvez retrouver tous les consultants qui ont été formés aux méthodes ACT Évaluation et ACT Pas à Pas.
Et ce réseau de consultants va bientôt pouvoir bénéficier d'une animation qui va permettre de partager des retours d'expérience. Et ça a pris un peu de temps, mais je pense qu'il a fallu aussi qu'on ait tout simplement des mises en œuvre des méthodes ACT en France pour pouvoir structurer cette animation de réseau, donc qui va démarrer en début d'année 2022. Et puis, on a un nouveau comité de gouvernance. Jusqu'à présent, le programme volontaire ACT en France, c'était piloté par l'ADEME, mais on a souhaité s'asseoir autour de la table avec l'ADEME d'autres acteurs de l'initiative ACT en France pour pouvoir rehausser un peu l'ambition en termes du nombre d'entreprises qui vont mettre en œuvre les méthodes, mais aussi porter davantage un certain point institutionnel. Et donc, le comité de gouvernance ACT en France, c'est à la fois des ONG, des représentants des pouvoirs publics, mais aussi du secteur privé, des bureaux d'études, des entreprises et des académiques. Donc voilà, qui s'est réunis en septembre aussi et qui vont de leur côté pouvoir relayer et diffuser davantage les méthodes auprès de leurs membres. Voilà, c'est à peu près ce que je voulais dire. Si on pouvait passer à la suivante. Et donc, voilà, un focus sur les formations. Donc, un certain nombre de formations qui couvrent les deux approches, acte pas à pas, acte évaluation, et les différents publics, que ce soit les acteurs de la finance, les entreprises ou les consultants. Donc, c'est des formations qui sont différentes en fonction, évidemment, de l'approche, que ce soit acte pas à pas ou acte évaluation, mais aussi de la cible, entre guillemets, puisque typiquement pour acte pas à pas, la formation pour les consultants n'est pas la même que celle pour les entreprises. Le focus sur le cas pratique est évidemment différent. L'utilisation, il y a 3 outils qui permettent de mettre en œuvre la méthode acte pas à pas. Donc, on ne va pas faire le même focus sur les outils, puisqu'il y en a un qui est davantage lié à la démarche pour les entreprises et d'autres qui est davantage lié au rôle du consultant. Sachant que donc, la prochaine formation acte pas à pas pour les entreprises se déroulera du 6 au 10 décembre à distance et que je vous la recommande évidemment. Je pense que c'est tout ce que je voulais dire ici. Vous avez toutes les informations et pour s'inscrire aussi sur le site formation.adem.fr ainsi que donc, le détail du programme. Et donc, pour revenir un petit peu, et pardon, je regarde l'heure en même temps, mais on a un peu de temps encore, sur les financements. Donc, la façon je pense, de penser quel est le bon guichet pour faire une demande de soutien financier à l'ADEME, c'est tout d'abord quel type d'entreprise vous êtes, quelle est la taille de votre entreprise, et ensuite quel est votre besoin et si vous souhaitez vous engager en utilisant les méthodes ACT de façon individuelle ou au sein d'une action collective. Et comme je le disais, c'est vrai que les actions collectives, ça représente une opportunité de dynamisme, qu'on peut voir qui est assez intéressante. Et voilà, c'est les questions à se poser avant de vous renseigner sur les différents systèmes d'aide, sachant que aujourd'hui, le volet tremplin pour la transition écologique des PME, qui a donc été lancé dans le cadre du plan de relance, devrait se terminer en 2021 et sera peut-être reconduit. Donc, on a assez peu de visibilité pour l'instant. Sachant que par contre, tout ce qui est aide à la décision, que ce soit pour une action individuelle ou collective, donc aide à la décision, c'est les aides classiques de l'ADEME, dont est en charge mon collègue Édouard Faudrin, seront reconduites pour les méthodes ACT, que ce soit pas à pas ou évaluation, en 2022. Et que ces aides sont attribuées pour l'instant au fil de l'eau.
Et peut-être, je vois qu'on a encore un petit peu de temps, pardon, juste pour dire que si vous avez besoin de plus d'informations sur ces différents systèmes d'aide, le détail des différents systèmes d'aide se trouve sur le site de l'initiative ACT, donc actinitiative.org/fr pour tout ce qui concerne le programme volontaire français, ainsi que le dossier à déposer, donc les différents volets du dossier pour constituer une demande d'aide qui est aussi donc téléchargeable sur le site. Merci Elliot, je suis désolée pour le retour en arrière. On peut avancer. Et donc l'écosystème ACT, pour un peu plus d'explications sur ce qu'on appelle ce qu'on entend par l'écosystème ACT. Donc c'est un ensemble d'experts et de bureaux d'études qui sont donc prêts à vous accompagner, dont la liste est donc disponible sur le site de l'initiative, qui est régulièrement mise à jour. Aujourd'hui, on présente tous les bureaux d'études qui ont été formés, que ce soit acte pas à pas ou acte évaluation. Et on cherche, voilà, grâce à l'animation qui va être mise en place en 2022, à davantage caractériser en fait ces différents bureaux d'études, notamment au travers de leurs expériences d'accompagnement sur les méthodes ACT. Et donc pour pouvoir un petit peu davantage donner d'informations que simplement un contact et le fait qu'ils aient suivi des formations, puisqu'on a aujourd'hui de plus en plus de bureaux d'études qui sont formés et on a bien conscience que pour les entreprises, ça peut manquer un petit peu de lisibilité, sachant que voilà, certaines entreprises vont avoir besoin d'une expertise sectorielle ou d'une présence géographique particulière en fonction de leurs activités. Donc, c'est des informations qu'on va bientôt pouvoir publier sur le site, voilà, pour pouvoir permettre aux entreprises de trouver, ou en tout cas d'avoir des informations qui répondent davantage à leurs besoins d'accompagnement, sachant qu'ensuite, la prise de contact, et comme le disait Coralie, entre l'entreprise et un ou des bureaux d'études se fait de façon complètement libre. Et donc, j'ai parlé un peu d'animation qui sera proposée à partir de 2022, notamment donc, pour partager tout ce qui va être retour d'expérience et bonnes pratiques. Et comme je le disais, pour acte pas à pas, on en est vraiment au début des premières mises en œuvre. Et on pense qu'on est, voilà, en tout début 2022, ce sera vraiment pertinent de pouvoir commencer à partager les bonnes pratiques et échanger sur des difficultés pour pouvoir, voilà, pour que les personnes qui, a priori, les bureaux d'études aient suivi des formations puissent bénéficier d'une certaine continuité pour continuer à mettre en œuvre les méthodes. Et ensuite, c'est sur le site de l'initiative ACT, vous pouvez aussi donc retrouver en fait toutes les entreprises qui ont participé à l'initiative ACT. Et donc là, on parle bien d'évaluation et acte pas à pas, sachant que pour être, on va dire, une entreprise participante à l'initiative, ça concerne à la fois les entreprises qui vont avoir participé au développement des méthodes. Donc, sachant que pour développer une méthode ACT, il y a tout un travail d'abord méthodologique qui dure environ 6 mois, puis des tests qui sont réalisés par les entreprises qui vont utiliser et essayer les méthodes. C'est des entreprises qui sont volontaires et qui font ensuite des retours sur nos méthodes. Et une fois que ces retours sont traités, on finalise les méthodes. Et puis ensuite, les entreprises peuvent utiliser les méthodes pour développer leur stratégie bas carbone avec acte pas à pas, ou évaluer ces stratégies avec acte évaluation. Et elles obtiennent donc des résultats, et ce sont ces résultats qu'on va aussi publier sur notre site lorsqu'ils sont publics. Et ils sont publics dans le cadre des travaux que réalise cette ONG qui s'appelle la World Benchmarking Alliance, et qui réalise donc des évaluations ACT sur base de données publiques et qui rendent les résultats publics. Donc c'est aussi de cette façon qu'on a un certain nombre d'entreprises qui
qui ont un résultat d'une évaluation ACT et qui permettent de réaliser des classements secteur par secteur d'activité, sachant que la mise à jour de ces évaluations va être publiée mercredi pour les secteurs de la fabrication automobile et de la production d'électricité. Donc, ça fait environ une centaine d'entreprises à l'international. Voilà. Super, je crois qu'on est arrivé au moment des questions. Alors, je vais laisser la parole à Roumaïssa pour qu'elle puisse relever les questions qui ont été posées dans le module. N'hésitez pas à continuer si vous en avez d'autres. Et je te donne la parole, Roumaïssa. Oui, merci Elliot. J'espère que vous m'entendez bien. On a reçu pas mal de questions. Peut-être revenir sur le cadre de la démarche. On a une question qui demandait le périmètre de la méthodologie. Est-ce que c'est scope 1 et 2, scope 1, 2, 3? Alors, en fait, l'utilisation du bilan carbone pour lesquels le scope 1, 2 et 3 est pertinent, dans la démarche acte pas à pas, ce qui compte, c'est que ce bilan carbone, il a été réalisé sur les scopes qui sont pertinents pour les activités de l'entreprise concernée. Et par pertinent, on entend là où les émissions de gaz à effet de serre sont majoritaires, le bilan carbone devra être réalisé. Et je pense que Coralie, peut-être tu peux compléter ce qui vous a amené peut-être à réaliser une évaluation. Alors, par exemple, pour Quercia, vu que c'est une activité de production, le scope 3 est très important parce qu'il représente de mémoire 82% des émissions du groupe qui sont dues en fait majoritairement aux matières premières. Donc, voilà, comme disait Elisa, ça dépend vraiment de votre activité, mais je pense pouvoir dire assez facilement que dans le cadre d'activités de production qui font appel à des matières premières qui ont un impact carbone assez important, le scope 3 est vraiment essentiel. Du coup, je me permets de répondre aux autres questions qui portent sur le même thème. Je voyais notamment que quelqu'un qui demandait qu'est-ce qu'on entend par justement estimation du scope 3. Comment est-ce qu'on fait une estimation et pas un calcul strict? Alors en fait, très concrètement, on fonctionne beaucoup par ratio monétaire ou quantitatif, c'est-à-dire par exemple pour les matières premières, on s'intéresse, nous on a pris par exemple les matières qui représentent 80% de nos matières premières utilisées, simplement parce qu'en fait c'est très 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 compliqué d'obtenir toutes les informations. Et donc, pour chaque matière première, on applique un ratio qui définit donc l'impact le ratio d'émissions de GES qui est émis par cette matière première, donc bien évidemment multiplié par la quantité. Donc, c'est une estimation parce que c'est difficile. C'est une estimation qui reste assez précise de toute façon et qui est assez précise pour en fait donner une idée des pistes d'amélioration sans nécessairement que ce soit à la tonne, l'équivalent tonne CO2 près. Et je crois qu'il y avait une autre question par rapport au bilan carbone, il me semble. Bon, je reviendrai peut-être dessus tout à l'heure parce que je ne l'ai pas sous les yeux maintenant. Oui, alors on a d'autres questions pour vous aussi, d'ailleurs, Coralie Zen. Peut-être que vous pouvez y répondre. Oui. Alors, une personne demandait comment utilisez-vous la grille de maturité comme outil de pilotage au quotidien? Alors, je pense que cette question, elle arrive un peu tôt parce que pour l'instant, on n'est pas en train de définir vraiment le plan climat en détail. Donc, pour l'instant, on n'utilise pas trop cette grille de maturité, même si elle a permis déjà de soulever des grosses pistes d'amélioration. Mais on est vraiment encore sur la première partie de diagnostic, en fait. Mais peut-être que Lisa et Elliot auraient plus de détails sur comment on peut l'utiliser par la suite, une fois qu'on a passé cette étape.
Je ne sais pas si on pourrait parler d'une utilisation quotidienne. Ça me semble un petit peu... c'est un outil pour piloter... c'est un outil pour développer une stratégie et un plan d'action. Je pense que, par contre, le plan d'action, c'est bien l'outil qui est à utiliser de façon assez régulière pour évaluer si le plan d'action est bien mis en œuvre. Par contre, la grille, elle est davantage là pour plutôt pour l'étape de diagnostic et de développement de la stratégie. Donc, c'est vraiment ce qui permet pour chacun des 9 modules de la stratégie bas carbone de se poser voilà, les bonnes questions, d'y apporter une réponse au moment du diagnostic et de réfléchir à comment améliorer cette réponse en développant et en mettant en œuvre un plan de transition propre à l'entreprise. Oui. Oui, peut-être pour compléter, la grille de progression, elle est aussi utilisée à la fin de chaque grande étape pour faire justement la synthèse des travaux qui ont été effectués. Et en fait, il y a pas mal de questions au fur et à mesure de l'avancement pour voir si, entre guillemets, c'est un peu une liste de checkpoints. Est-ce qu'on a abordé la question des investissements? Dans quelle mesure? Qu'est-ce qu'on a fait en termes de R&D? Qu'est-ce qu'on a fait en termes de formation? Et selon l'étape à laquelle vous en êtes, nécessairement, on attend que vous progressiez, c'est-à-dire qu'il y ait de plus en plus de réponses. Et ça vous permet aussi, à la fin et même au cours, de suivre vos progrès et surtout les pistes d'amélioration. Donc, c'est aussi pour ça que ça vous permet de piloter la stratégie d'un point de vue global. Après, c'est vrai qu'on ne l'utilise pas forcément tous les jours, en effet. Ouais. Peut-être que je peux continuer sur la partie sensibilisation. J'ai vu qu'il y avait des questions par rapport à la fresque du climat de quelqu'un qui demandait qui nous accompagnait. Nous, c'est le même cabinet de consultants qui nous a accompagnés que le reste de Acte Pas à Pas. Donc, c'est Eco2 Initiative, mais il faut savoir que c'est tout à fait possible de le faire en interne et c'est ce qu'on fait à partir de maintenant. Moi, j'étais déjà formée, en fait, c'est assez facile de se former à la fresque du climat pour faire de la sensibilisation. Donc, vous pouvez tout à fait le déployer en interne. Et une question en lien, c'était communiquer aux collaborateurs, c'est bien, mais les faire participer, c'est mieux, indispensable pour les embarquer et leur faire accepter les solutions décidées. Est-ce qu'on a identifié ce risque dans notre SWOT et comment on y répond? En fait, c'est un risque qu'on n'a pas identifié particulièrement dans le SWOT, mais on aurait pu. Pour nous, c'est pas vraiment un problème dans le sens où c'est pour ça en fait qu'on a voulu faire de la sensibilisation. C'est pour embarquer les personnes dès le départ. On fait aussi des documents assez réguliers, une newsletter pour parler à tous les collaborateurs des impacts, notamment du changement climatique, mais d'autres sujets environnementaux. Le but, c'est très attendu aussi par les employés, pas que par les parties prenantes externes. Donc, de toute façon, on répond à un besoin. Mais effectivement, c'est une vraie question de pouvoir embarquer les personnes. Et c'est pour ça qu'on fait des réunions régulières, qu'on a fait des ateliers où on fait participer une partie des collaborateurs. Et voilà, pour l'instant, on n'a pas défini de plan avec des actions précises. Donc, ce n'est pas un problème auquel on est confronté là, à l'instant T. Mais je pense que la clé pour ça, c'est vraiment la sensibilisation pour qu'au final, ils accueillent les solutions avec finalement impatience pour répondre à ces problématiques. Je ne sais pas si vous voulez prendre d'autres questions ou je finis celles qui me concernent. Oui, peut-être on a des questions pour l'application de la méthode, notamment des personnes qui demandaient si c'était applicable pour les associations, les collectivités territoriales ou les entreprises qui ne doivent pas publier de rapports non financiers, entre autres. Alors, nous, on n'a pas d'obligation de TPEF. Je ne sais pas si c'était ça la question. Donc, c'est vraiment purement volontaire. Après, pour le reste, je vais laisser Lisa ou Elliot prendre la parole.
Bah oui, comme tu le disais, Coralie, c'est une démarche volontaire, c'est pas réglementaire. Donc, une entreprise qui est soumise à la réglementation peut l'appliquer. Une entreprise qui n'est pas soumise à la réglementation sur DPF peut aussi l'appliquer. Enfin, utiliser en tout cas les méthodes ACT. Et pour ce qui est des associations, en fait, tout dépend de l'activité de l'association, de son activité au sens économique et on va dire émettrice de CO2, parce que nous, en fait, du coup, l'approche ACT, c'est voilà, par grand secteur, en fonction de le scope du secteur, il est défini en fonction des émissions de gaz à effet de serre. Et pour la question territoire, on va dire une adaptation de la méthode ACT évaluation pour les régions est en cours. Et je pense qu'elle sera prochainement disponible. Elle a été développée et testée par certaines régions, mais c'est un autre collègue qui est en charge. Donc, si vous voulez m'envoyer un mail, je pourrais vous transmettre ses coordonnées pour en savoir plus. On avait une question concernant les différences, notamment avec la méthode bilan carbone. Peut-être apporter des précisions à ce niveau-là. Les différences. Effectivement, je pense qu'on peut. Enfin, pour moi, c'est assez clair. C'est que la méthode bilan carbone, c'est l'étape première où on va venir mesurer les émissions de gaz à effet de serre. Et ensuite, les résultats de cette mesure sont utilisés. Et peut-être j'ai vu une question, est-ce que c'est obligatoire de faire un bilan carbone avant d'utiliser ACT pas à pas? C'est pas obligatoire dans le sens, on ne peut pas vous empêcher d'utiliser les méthodes ACT puisque c'est volontaire, mais ça aura très peu de sens puisqu'on utilise les résultats du bilan carbone dans la démarche ACT pas à pas, notamment pour pouvoir définir une trajectoire de décarbonation et des objectifs de décarbonation. On a besoin de ces résultats. Donc, voilà. J'ai vu qu'il y avait une question sur le coût de la mise en place des mesures de transition. Alors ça, c'est une vraie question. Donc la personne demande, on fait quoi concrètement pour faire face aux désavantages compétitifs que ces mesures occasionnent la plupart du temps? Alors, déjà, c'est les engagements pour la transition bas carbone. Je parle pour Quercia, mais je pense que c'est valable pour beaucoup d'entreprises. C'est des choses qui sont de plus en plus attendues, notamment parce que quand vous avez mis en place un plan climat, vous attendez aussi de vos fournisseurs, selon les entreprises évidemment, mais qui fassent aussi des choses de leur côté. Donc, par exemple, nous, on a des clients qui nous demandent nos engagements climat, aussi notamment parce que ça impacte en fait leur scope 3 à eux. C'est-à-dire que si on produit des solutions pour eux qui sont moins impactantes, leur produit à leur tour va être moins impactant. Donc en fait, je ne veux pas trop m'avancer quand je dis ça, mais je pense que c'est quand même un effet quand même assez boule de neige, dans le sens où quand on veut maîtriser son propre impact carbone, c'est intéressant de pouvoir connaître et progresser sur l'impact carbone des fournisseurs et des clients. Donc, quand vous dites que ça implique des désavantages compétitifs, ça dépend, mais ça peut aussi faire surtout des avantages en fait compétitifs. Et sur les coûts, pour l'instant, on n'a pas de coûts de mise en place parce qu'on n'a pas encore fait de plan climat. Donc, voilà, on ne peut pas prévoir à l'avance en fait. C'est tout l'intérêt d'Acte pas à pas, c'est de vous accompagner petit à petit pour pouvoir savoir ce qui peut être fait. Mais avant de faire la totalité de la démarche, on va avoir une vague idée de ce qui va se passer, mais on ne saura pas exactement quelles actions et donc quel budget
prévoir pour ça. Et effectivement, intégrer les externalités négatives dans les budgets, c'est une vraie question et je sais que c'est quelque chose qui est fait par plusieurs entreprises pour les personnes qui ne connaissent pas la notion d'externalité négative. C'est vraiment de prendre le coût, par exemple, d'attribuer en fait un coût monétaire aux impacts qu'on a, par exemple, sur le climat, pour savoir, je ne sais pas si vous avez envie d'investir dans le charbon, se dire combien est-ce que ça coûte si on intègre l'impact que ça a sur le climat. On avait une question notamment au tout début, donc comment se positionne la démarche par rapport à SBT, Science Based Target. Donc est-ce que c'est une alternative ou un complément? Peut-être quelqu'un qui peut répondre. Oui, c'est un peu une réponse similaire à ce que disait Elisa par rapport au bilan carbone. En fait, l'initiative Science Based Target, elle permet de fixer des objectifs. Et dans le cadre de la méthodologie Acte Pas à Pas, il y a une étape où il est nécessaire de se fixer des objectifs. Donc, on peut très bien utiliser le travail qui est fait avec l'initiative SBT. C'est tout à fait complémentaire, tout comme on peut réaliser cette étape sans avoir un objectif SBT et en travaillant sur des benchmarks sectoriels, notamment ceux de l'Agence internationale de l'énergie, qui sont alignés avec la science. Donc, c'est tout à fait complémentaire. Et Acte, on va dire, c'est une démarche encore plus globale qui, au-delà du simple fait, entre guillemets, de se fixer un objectif, permet de répondre à comment atteindre ces objectifs très concrètement, avec quelle étape stratégique et quelle action opérationnelle. Donc, ça peut être un prérequis pour faire Acte de façon robuste. On demandait également s'il fallait faire appel à des consultants pour faire partie du programme volontaire et faire partie de la communauté d'entreprise pour partager les REX. Alors, il n'est pas obligatoire, de faire appel à des consultants pour mettre en œuvre les méthodes ACT, que ce soit évaluation ou pas à pas. Aujourd'hui, il me semble pas, et je ne crois pas qu'il y ait le cas d'entreprises qui mettent en œuvre sans l'accompagnement de consultants, mais ça reste une possibilité. Je pense que, un peu comme le disait tout à l'heure Coralie, c'est vrai que la mission d'accompagnement des consultants sur les méthodes ACT, elle est vraiment en fonction du besoin de l'entreprise. Donc, elles sont assez diverses et variées. Et l'ADEME ne fait pas de recommandations particulières à ce sujet. Pour nous, ce qui importe, c'est que la méthode soit bien mise en œuvre, que les actions des différentes étapes soient bien mises en œuvre. Par contre, ce qui est indispensable, c'est que les consultants soient formés et qu'un consultant qui accompagne, ou une consultante qui accompagne une entreprise ait suivi cette formation et bénéficie de la licence qui permet d'utiliser les outils dans le cadre d'une prestation commerciale. Et ça fait partie des obligations et d'une assurance, en tout cas de bonnes pratiques de mise en œuvre et d'utilisation d'outils qui comprennent un certain nombre de données et qui sont utilisées par beaucoup d'entreprises et de bureaux d'études et qui, pour que leur utilisation soit, je pense, bénéfique à la communauté, cette licence, elle permet, notamment dans le cadre de l'animation du réseau, elle permet de consolider en fait tous ces usages et elle permet de faire un retour à l'ensemble des personnes qui ont suivi les formations ACT. Je pense que c'est vraiment bénéfique pour la communauté des utilisateurs et des bénéficiaires qui, dans ce cas-là, sont plutôt les entreprises, je pense, bénéficiaires des accompagnements par des consultants formés.
Et peut-être, on n'en a pas tellement parlé, mais en tout cas, pour peut-être finir aussi sur les formations, la formation acte pas à pas pour les entreprises, elle n'est pas obligatoire, sauf si l'entreprise reçoit une subvention dans le cadre de sa mise en œuvre de acte, mais elle est vraiment recommandée et je pense que, je ne sais pas si Coralie, tu veux en dire un mot, mais c'est vrai que on peut s'attendre à ce que la majorité des compétences soit chez le bureau d'études qui va accompagner l'entreprise, mais quand il s'agit pour une entreprise de développer une stratégie qui, comme Elliot le disait, doit être intégrée à une stratégie climat qui doit être intégrée à la stratégie de l'entreprise, c'est quand même un projet d'entreprise et, et c'est une occasion, une opportunité de monter en compétence sur le sujet et de conserver en interne une partie de cette démarche, quoi. Ouais, c'est ça. De toute façon, c'est quelque chose qui en fait, qui doit être fait en interne et qui souvent, en fait, ça dépend vraiment de vos ressources et des ressources que vous voulez allouer au projet, notamment en temps. C'est-à-dire qu'on aurait pu ne pas faire appel à des consultants, mais du coup, ça nécessite la formation d'une personne en interne et c'est quelque chose qui prend énormément de temps pour aboutir au même niveau de connaissance. Et d'autant plus que c'est aussi bien d'avoir quelqu'un qui a du recul, pour nous conseiller sur des idées qu'on a et cetera. Et ça dépend de la taille de votre entreprise aussi. Par exemple, pour Quercia, vu que c'est un groupe international avec beaucoup d'employés, beaucoup d'implantations industrielles dans beaucoup de pays, ça complexifie en fait, assez rapidement le bilan carbone, les actions climat. Et donc, ça donne un projet qui est beaucoup plus gros, par exemple, qu'une petite entreprise pour laquelle ça va être beaucoup plus facile, mais qui aussi aura peut-être moins de ressources à mettre sur le projet. Donc, c'est vraiment, voilà, comme disait Lisa, c'est vraiment l'entreprise de décider comment elle veut s'y prendre. Après, voilà, ça ne vous empêche pas d'essayer de voir les accompagnements qui peuvent être proposés et de voir si ça colle ou pas à ce que vous imaginez. Et peut-être pour compléter aussi, parce que je vois qu'il y a des questions sur est-ce que ça peut s'appliquer à une TPE ou à un grand groupe. Je vois qu'il y a une question récente sur la partie plan d'action. Je pense aussi que, comme l'a dit Coralie, la méthode acte pas à pas, c'est une vraie boîte à outils et il faut bien définir au début qu'est-ce qui va être intégré dans cette démarche-là. Donc, vous avez on va dire la base méthodologique et ensuite, ça peut aller beaucoup plus loin selon les moyens et le temps que vous souhaitez y accorder. Et donc ça se construit aussi si vous vous faites accompagner avec les conseillers pour qu'ils puissent vous donner justement les pistes de voilà, pour vous, ce serait intéressant d'aller plus loin sur le chiffrage du plan d'action, sur ce secteur-là, sur cette famille d'achats, et donc, ou par exemple d'aller encore plus loin sur la sensibilisation et de compléter ça avec des fresques du climat, etc. Ça peut être aussi un atout de se faire accompagner sur cette étape-là. Je vois qu'il nous reste encore quelques minutes. Je crois que Gaëlle, tu voudras faire une conclusion. On peut peut-être prendre une dernière question. Oui, vas-y, Elliot. Ok. Ok, alors il y a une dernière question à nouveau pour Coralie, pour savoir combien de temps il a été nécessaire pour le bilan carbone de Quercia. Alors, nous, c'est un peu différent parce qu'on ne partait pas de zéro, c'est-à-dire qu'un bilan carbone avait déjà été fait en 2009 et en 2019, mais seulement sur le scope 1 et 2. Du coup, déjà, ça aide sur l'expertise qu'on a en interne de faire face à ça. C'est-à-dire qu'on ne part pas de zéro. Il y a déjà des personnes qui savent à peu près comment s'y prendre. Pour le scope 3, effectivement, ça prend beaucoup plus de temps, mais ça dépend beaucoup de... C'est difficile à mesurer parce que du coup, il y a beaucoup d'acteurs qui sont impliqués. Après, c'est pas tellement long si vous arrivez à impliquer des personnes des services concernés.
Par exemple, on a beaucoup travaillé avec les achats sur le bilan carbone des matières premières, enfin sur les estimations de GES des matières premières. Donc, si vous avez un service achat qui est très impliqué et qui a un petit peu de temps à consacrer, c'est très rapide. C'est-à-dire que nous, on l'a obtenu en 2 mois et c'était juillet-août, sachant que juillet-août, c'est pas la période où les entreprises sont les plus actives. Donc, ça peut être très rapide à faire en fonction des ressources que vous mettez dessus. Et bon, voilà, encore une fois, on a eu un bon accompagnement parce que si on avait dû le faire tout seul, je n'aurais pas eu la réponse à vous donner. 10 jours, 100 jours, 500 jours. Alors, pas 500 jours. Voilà, on l'a obtenu en 2 mois et si on parle que de la coordinatrice du projet, je dirais que un mois, une semaine de travail plein peut suffire. Ça dépend de la réactivité de vos interlocuteurs. Voilà. C'est pas très long si vous avez des interlocuteurs qui sont réactifs et que vous êtes bien accompagnés. Parce que moi, en fait, j'avoue que je n'ai pas fait grand-chose, c'est-à-dire que j'ai juste été le pont entre les consultants qui ont fait le bilan carbone et les personnes en entreprise qui étaient capables de répondre aux questions. Voilà. Je pense qu'on va pouvoir conclure ce webinaire si c'est OK pour vous. Merci à tous nos intervenants, merci aussi à tous nos participants pour vos nombreuses questions.